Bienvenue sur les antennes de Bâti Radio, Radio Territoria. Ravi de pouvoir vous faire suivre cette deuxième date de la tournée régionale Renault Tour. En attendant, je le rappelle, le forum Renault Days qui aura lieu les 7 et 8 octobre prochains, ce sera à Paris, porte de Versailles. Un événement qui met en lumière les enjeux, les solutions aussi pour accélérer la rénovation énergétique de notre territoire. Nous sommes à Lille ici et en public, vous pouvez vous applaudir. Voilà, ils sont là, bienvenue, merci. Ici, sur les locaux du campus ESPI qui nous accueille, la métropole lilloise et plus largement la région Hauts-de-France sont concernés par ce sujet central de la rénovation énergétique, avec 42% des logements classés comme énergivores et près de 400 000 passoires thermiques recensées. Pourtant, ce secteur en pleine expansion fait face à une pénurie aussi de main-d'œuvre. Selon les projections, la rénovation énergétique pourrait générer jusqu'à 250 000 emplois supplémentaires en France d'ici à 2030. Mais encore faut-il, et c'est la vraie question, le vrai sujet, former, attirer les talents vers ces métiers d'avenir. À mes côtés, deux invités que je vous présente tout de suite. Floriane Gerverot-Talon, bonjour. Bonsoir. Vous êtes directrice marketing La Solive. Bienvenue et merci d'être là. Bonjour Franck Lenelec. Bonjour Jean-Baptiste. Directeur marketing, développement, innovation stratégique au 3CA BTP. Bienvenue à tous les deux et merci de répondre à mes questions. Peut-être je vais me tourner vers Floriane en premier. En quelques mots, vous pouvez nous expliquer ce qu'est La Solive, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Oui, alors très simplement, La Solive, c'est l'école de la rénovation énergétique. Et donc, on forme à la fois des cadres et des techniciens à tous les métiers de la rénovation énergétique du bâtiment. Et vous êtes présent sur Lille, où vous allez l'être. Et on ouvre un campus à Lille en septembre. D'accord, ok. Vous existez depuis combien de temps ? 2021. Ok, donc depuis 2021, vous n'avez jamais cessé de progresser. C'est Oui. quoi clairement l'ambition affichée ? Vous vous adressez à qui concrètement ? Oui, notre ambition, elle est à la hauteur des enjeux. Et donc, notre ambition, c'est de résoudre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de la rénovation énergétique. Et pour ça, on veut ouvrir des campus sur tout le territoire pour permettre aux gens de se reconvertir près de chez eux. Ok, et si on parle de besoins spécifiques du marché de la rénovation énergétique, notamment dans la région Hauts-de-France, quels sont-ils ? Alors, dans les Hauts-de-France en particulier, on sait on l'a vu avec les tables rondes précédentes, on a à peu près les 2/3 des logements qui sont en DPE E, F ou G, donc énergivores. On a près d'un ménage sur 5 en situation de précarité énergétique, c'est nettement plus que la moyenne nationale. Et donc, il y a des forts enjeux de rénovation du parc. Oui, on va en parler tout à l'heure, effectivement, aussi en termes chiffrés sur la région. Les différentes formations que vous proposez, finalement, quelles sont-elles et elles débouchent sur quel type de certification ? Alors, on propose 2 types de formations. Pour les cadres et pour les techniciens. Pour les cadres, aujourd'hui, on propose une formation d'auditeur énergétique et une formation de conducteur de travaux qui délivrent toutes les deux des diplômes reconnus par l'État de niveau Bac+2. Et pour les techniciens, aujourd'hui, on forme des chauffagistes, à la fois pompe à chaleur et gaz, à la fois en installation et en maintenance, donc avec là encore des CAP. Et on forme également des installateurs de panneaux photovoltaïques. Et toutes ces formations, vous les proposerez sur votre nouveau campus aussi à Lille ? Tout à fait. D'accord, ok. Comment est-ce que vous adaptez aussi vos formations par rapport aux évolutions technologiques et surtout aux nouvelles réglementations en la matière qui sont nombreuses parce que ça bouge tout le temps en fait ? Ouais, c'est un vaste sujet. Au fil du temps, donc depuis 4 ans, on a construit un réseau d'experts, un réseau de professionnels, à la fois des artisans très qualifiés, à la fois des auditeurs, des conducteurs de travaux qui nous aident à créer les contenus pédagogiques et à les ajuster en permanence. Vous vous adressez en priorité, vous en avez parlé tout à l'heure, aux personnes en reconversion professionnelle. Il y a des profils particuliers qui viennent vous voir ? Je dirais qu'il y a toutes sortes de profils. Je pense qu'on a une bonne part des élèves qui viennent en fait déjà du bâtiment ou de l'immobilier au sens large et qui viennent se spécialiser en rénovation énergétique avec nous. Et après, ça va être vraiment tout secteur. Vous n'avez pas de difficultés particulières à recruter justement des étudiants ? Alors au contraire, on reçoit aujourd'hui 2000 candidatures par mois, alors qu'on ne peut former qu'un millier de personnes par an. Donc on a énormément de personnes volontaires pour se reconvertir. Ok, vous êtes présent sur toute la France ?
Alors aujourd'hui, on est à Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, Marseille et à Toulouse dans quelques mois. Et à Lille dans quelques mois. Alors j'ai vu que vous aviez fait aussi une levée de fonds de 4 millions d'euros récemment. Tout à fait. Ça doit servir à quoi concrètement ? Ça sert à ouvrir des nouveaux campus parce qu'on croit vraiment à la reconversion de proximité. Et ça sert également à développer des nouvelles formations. Pour pouvoir suivre ces formations à la Solive, il y a aussi possibilité d'être aidé, accompagné d'un point de vue financier ? Oui, tout à fait. Alors, pour les personnes qui hésitent à se reconvertir, il y a énormément d'aides mobilisables. Le CPF, évidemment, France Travail et un certain nombre d'autres dispositifs moins connus, mais... Là-dessus, si vous connaissez des gens intéressés, je vous invite plutôt à vous rapprocher de nos chargés d'admission, qui sont des experts de l'ingénierie financière de la formation, qui est presque aussi compliquée que l'ingénierie de la rénovation énergétique. Mais en tout cas, il y a des solutions pour tout le monde, il ne faut pas que ce soit un frein. Ok, et pour celles et ceux qui sortiront diplômés, certifiés de l'école, dans quelle proportion finalement ils arriveront à trouver un emploi derrière ? Alors aujourd'hui, on a plus de 85% de retour à l'emploi dans les 6 mois qui suivent l'obtention, même pas l'obtention du diplôme, qui suivent juste la fin de la formation. Parce que même les gens qui n'obtiennent pas leur diplôme, on les accompagne jusqu'à l'emploi. D'accord. Et donc, 85%, ce qui est un très bon taux par rapport à la moyenne des organismes de formation. Ça dure combien de temps la formation ? Alors ça va dépendre des parcours, mais nous on a vraiment pris le parti de créer des formations intensives. Donc pour les formations techniciens, c'est 10 semaines de bootcamp et 6 semaines d'alternance. Et pour les cadres, aujourd'hui, c'est 4 mois intensifs. Ok, si on veut s'inscrire pour la prochaine session, la prochaine rentrée à Lille, on fait comment ? Lasolive.com. Lasolive.com, c'est tout bête. Merci. Franck Lenvelec, je rappelle que vous êtes directeur marketing, développement et l'innovation stratégique 3CA BTP. Peut-être une première question, rappelez ce qu'est le 3CA BTP, quelles sont vos différentes missions au quotidien ? Alors, le 3CA BTP aujourd'hui, depuis la réforme de 2018, a pour mission d'anticiper les grandes mutations de la filière, donc qu'elles soient technologiques, sociales et économiques, et puis ensuite d'accompagner l'ensemble des acteurs de la formation au métier du BTP, donc bien évidemment la Solive aussi, pour répondre aux enjeux de la filière. Donc ça représente 1350 établissements et un peu plus de 105 000 apprenants. Allez, on se fait un petit focus sur le programme RénoBoost du 3CA BTP. Est-ce qu'on peut parler de ses objectifs pour la rénovation énergétique et notamment sur la ville qui nous concerne aujourd'hui, Lille et son agglomération ? Oui, alors donc RénoBoost est un programme pluriannuel qui vise à passer d'une analyse statique à une analyse dynamique des besoins en compétences sur des marchés spécifiques. À chaque fois, nous partons bien d'une vision globale, nationale, pour la territorialiser. Et là, le programme RénoBoost permet de partir des enjeux économiques, des enjeux sociologiques et surtout des typologies de bâtiments. Donc, c'est-à-dire que chaque région, chaque département est scanné avec l'ensemble des données disponibles au sein de la filière et donc permet, en fonction de l'année de construction des bâtiments, du niveau de revenu des ménages dans les zones concernées, de déterminer, en fonction des zones très urbanisées ou des zones un peu plus rurales, les besoins en rénovation. Ce qui nous permet de dire aujourd'hui que sur les Hauts-de-France, nous avons à peu près aujourd'hui 3 millions de logements. 3 millions de logements, dont 70% sont des maisons individuelles, 30% sont des appartements. Et donc, on se rend compte qu'il y a à peu près 30% qui sont des bâtiments qui ont été construits avant les années 70. Donc, bien évidemment, qui ont une forte propension à être des passoires thermiques. Il y a également la spécificité de la région Hauts-de-France avec les corons. À peu près 23 000 passoires thermiques pour le coup, là, donc qu'il faut rénover. Et à ce stade, il y a un programme qui a été engagé qui vise à rénover l'ensemble de ces corons et d'ici à 2027. Donc, pour faire écho à la première table ronde, il y a quand même quelques dispositifs qui ont eu peine à se mettre en place, et ce qui fait qu'à ce stade, nous ne sommes qu'à peine 30% de rénovation. Donc, ce qui nous permet quand même, au travers de cette dynamique, de partir des enjeux, des financements. On entendait tout à l'heure que le prix moyen d'une rénovation globale et performante, c'est 70 000 euros. On sait qu'aujourd'hui, le revenu moyen sur la zone est d'environ 20 000 euros, un peu en dessous des 22 000 euros pour un ménage, pour une personne sur l'ensemble des territoires.
Et donc, ça permet aussi de voir le niveau d'exposition aux îlots de chaleur. Aujourd'hui, ce que l'on perçoit, notamment sur la région lilloise, c'est un accroissement de la température de 1,5 à 2 degrés d'ici à 2050. C'est une augmentation de 15 à 20% du taux d'hygrométrie, des précipitations dans les zones plutôt dans les périodes hivernales. Et donc, ce qui va amener à un taux d'exposition de 88% des populations. Donc, ce qui nous amène aussi à travailler différemment en fonction des territoires, c'est-à-dire que sur certaines régions, vous allez être plus frappé par les îlots de fraîcheur, par les passoires thermiques, pardon, et puis d'autre côté par les îlots de chaleur. Donc ça, c'est le premier point qui ressort et qui va permettre de travailler sur des spécificités en termes de métier, et puis bien évidemment, en fonction de la ruralité ou de la forte urbanisation, travailler sur des blocs de bâtiments, des quartiers ou de l'habitat individuel. Alors, puisqu'on parle de métier, vous le disiez à l'instant, justement, quelles compétences spécifiques seront requises pour les professionnels de la rénovation énergétique dans un secteur comme les Hauts-de-France ou comme dans l'agglomération lilloise? Alors en fait, on retrouve très clairement, nous avons donc analysé chacun des territoires, chacune des régions, donc ce qui nous permettra d'alimenter les prochaines étapes du Rénotour, de pouvoir identifier des métiers clés, les plaquistes, qui sont principalement concernés, qui constituent le gros des compétences et des recrutements à pourvoir, les chauffagistes ainsi que les menuisiers. Puis en fait, la typologie des bâtiments, l'année de construction, amène à envisager la rénovation, soit par l'intérieur, soit par les fenêtres et bien évidemment la toiture. Et donc aujourd'hui, ce que l'on estime, c'est d'ici à 2035, dans un scénario, je dirais, intermédiaire et pas le plus optimiste, il faudra à minima 14 000 recrutements supplémentaires rien que sur les Hauts-de-France pour arriver à subvenir aux besoins. Donc, vous avez des analyses comme ça prospectives qui couvrent l'ensemble de la France, l'ensemble du territoire. Exactement, donc l'ensemble des territoires, donc chacune des régions la nôtre, y compris les territoires d'outre-mer, et puis également des focus en fonction des grosses agglomérations, parce que encore une fois, rénover en zone rurale n'est pas la même chose que de rénover en zone fortement urbanisée. Et donc, du coup, avec ces analyses-là, derrière, vous arrivez à mettre en place des formations qui soient adaptées. C'est ça. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous, je le disais tout à l'heure, nous avons vocation à accompagner les organismes de formation. C'est-à-dire que nous accompagnons les organisations patronales, les entreprises, les centres de formation pour qu'ils développent des dispositifs ad hoc, à savoir j'ai envie de dire, le dernier kilomètre de la formation. Alors, ce n'est pas forcément de la formation initiale telle qu'on peut le concevoir avec les diplômes, puisque l'ensemble des diplômes aujourd'hui doivent intégrer cette composante rénovation énergétique, mais intégrer des spécificités territoriales. Alors là, j'ai en tête, par exemple, le chargé d'affaires rénovation énergétique du bâtiment, qui va avoir certaines spécificités en fonction du territoire, où ça va être également des dispositifs de formation qui vont pouvoir être dispensés dans le cadre du CPF pour être totalement en phase. Et pour faire écho à ce qui était dit précédemment, nous voyons aussi une montée en puissance des personnes en reconversion, puisque dans le cadre de nos actions avec l'ADEME, nous avons constaté qu'en l'espace de 5 ans, le nombre de personnes, de candidats en reconversion est passé de 15% à plus de 30%. Donc il y a un engouement certain pour la rénovation énergétique. Oui, c'est un vrai sujet qui intéresse, quoi. Vous contribuez finalement tous les deux quelque part à professionnaliser aussi le secteur de la rénovation énergétique. Vous avez un vrai rôle là-dedans? Oui, tout à fait. Je dirais que nous sommes totalement complémentaires, puisque nous, notre rôle est d'apporter un certain nombre d'offres, de services et de produits. Nous sommes aussi, j'ose, un peu le BPI France de la construction, puisque nous avons des appels à projets qui permettent de financer chaque année une centaine de projets, tant sur la partie rénovation énergétique des bâtiments, des centres de formation, que la mise en œuvre de dispositifs d'ingénierie, d'attractivité pour répondre aux enjeux de la filière. Alors cette question, elle va s'adresser à tous les deux, mais c'est vrai que j'en ai parlé avec vous, Franck, quand on a préparé cette émission ensemble, mais comment la rénovation énergétique permet-elle d'améliorer finalement le bien-être des occupants? Vous m'avez dit qu'il faut absolument qu'on en parle de ça, c'est hyper important.
Oui, non, je suis. Non. Enfin, pour moi, c'est également un sujet clé. Ouais. Effectivement, la rénovation énergétique, il y a un enjeu de décarbonation, il y a un enjeu pour la planète, mais il y a aussi un enjeu très palpable de confort pour les occupants, que ce soit le confort d'été ou le confort d'hiver. Et ça peut vraiment changer la vie de ménages qui vivaient en situation de précarité énergétique. Donc finalement, on a aussi un enjeu social au-delà de l'enjeu environnemental. Franck? Oui, mais alors, totalement. Et en fait, pour nous, ce qui est important, en fait, je distinguerais bien l'usage du comportement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup d'usage, mais l'usage, c'est l'habitat. Sauf que l'habitat, c'est le cadre. Or, aujourd'hui, on voit que pour avoir un impact fort et pérenne, il faut agir sur le comportement. Parce que rien ne sert de rénover, on va dire, une passoire thermique si l'habitant et le citoyen que nous sommes continue à laisser les fenêtres ouvertes et continue à chauffer à 22 degrés. Donc ça ne sert à rien. Et donc il est important aujourd'hui, au travers des formations, de travailler sur l'habiter et pas simplement sur l'habitat. Et quand on parle d'habiter, eh bien, c'est d'adopter une certaine vision de la rénovation, une certaine qualité de vie, une amélioration de la qualité de vie. Et là, ça change tout parce qu'on en revient au bien-être. Et ce qui est important, à mon sens, on parlait tout à l'heure de financement. Pour moi, le financement, c'est le carburant. Par contre, ce qui va déterminer le pourquoi, ce qui va être l'élément déclencheur d'un ménage qui va investir dans la rénovation énergétique, c'est « je souhaite vivre mieux ». Je souhaite vivre décemment. Et donc, pour moi, ça change complètement la donne. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons aujourd'hui, au travers des dispositifs de formation, et bien sur le changement de posture des professionnels, des jeunes et bien évidemment des habitants. Ouais, changement de posture. Est-ce qu'on en fait suffisamment assez aujourd'hui pour la promotion justement des métiers autour de la rénovation énergétique? Et est-ce que c'est suffisamment attractif, parlons clairement? Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années de la part de tous les acteurs de la filière, que ce soit des gros acteurs institutionnels, des syndicats patronaux ou de petits acteurs comme nous. Je pense qu'il faut aller chercher les gens là où ils sont. Notamment sur les réseaux sociaux. Et nous, c'est un de nos chevaux de bataille. On s'évertue à publier des témoignages réels de reconversion réussie sur les réseaux sociaux. Et c'est finalement ça qui va donner... Ça marche très bien, oui. Ouais. Et c'est ce qui va donner envie aux gens de se reconvertir dans ce secteur. Ça veut dire quoi? Vous êtes sur TikTok? Vous jouez les influenceuses? Comment ça fonctionne? Alors moi, non. Oui. Vraiment, je donne la parole à nos anciens élèves qui ont sauté le pas, notamment à des femmes qui sont devenues installatrices de pompes à chaleur, à des hommes qui avaient des métiers de bureau et qui sont devenus conducteurs de travaux. Et ça, je pense que ça fait la différence de pouvoir montrer des parcours réels de reconversion réussis. C'est des métiers qui sont fatigants, on n'a pas de vie de famille, ça paye mal. Oui, alors Jean-Baptiste, vous faites l'avocat du diable. Et oui, je fais exprès. Je pense qu'il y a beaucoup de professionnels dans la salle, donc ce sont des métiers qui permettent de vivre décemment. Évidemment, c'est des métiers physiques. On commence tôt, on travaille beaucoup, mais c'est aussi des métiers très concrets et très satisfaisants. Franck, on en fait assez sur la promotion des métiers autour de la rénovation énergétique? Je pense que l'on n'en fait jamais assez et on n'en fera jamais assez. Ouais. En revanche, il faut continuer, comme vous dites, à travailler sur les réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, on va dire un apprenant, au sens large, reconversion par reconversion, formation initiale, qui rentre dans la vie active, dans le BTP, n'aura pas vocation à sortir de son territoire, sortir de sa région. Donc ça, c'est un élément clé parce qu'en fait, on a aujourd'hui, il y a les ingénieurs, il y a une certaine partie qui va voyager, qui va se déplacer. En revanche, lorsque l'on parle du gros des métiers, c'est-à-dire 70% de personnes qui sont sur des populations de compagnons, eh bien, ne vont pas changer de territoire. Et donc, en fait, un élément qui est important, c'est de continuer à dire que le BTP, c'est bien, mais que le BTP, c'est bien aussi pour le développement de son propre territoire. Et donc, que qui que ce soit, une personne en reconversion ou un jeune, eh bien, de lui dire qu'il va pouvoir continuer à œuvrer pour le bien-être et pour le développement de son territoire, c'est un élément qui est séduisant aussi. Est-ce qu'il y a des possibilités aussi d'améliorer la collaboration entre écoles, centres de formation, entreprises, pouvoirs publics, renforcer finalement la formation, la promotion, le recrutement ? Alors, je pense qu'on peut toujours mieux se coordonner et des événements comme celui qu'on est en train de vivre ce soir sont une très belle occasion de le faire. Et
Et peut-être pour vous donner des exemples concrets, à la Solive, on développe des nouveaux titres professionnels et on le fait à chaque fois en concertation avec les représentants de la filière et avec d'autres organismes de formation. Là, par exemple, la semaine dernière, l'État vient de reconnaître notre titre d'installateur photovoltaïque qu'on a développé avec le Greta de Grenoble, l'éducation nationale, et avec l'ASDER à Chambéry. Et donc, c'est des collaborations qui peuvent être très fructueuses. La preuve. Franck, comment est-ce qu'on fait pour mieux collaborer avec les institutions, les collectivités? J'ai envie de dire, si déjà nous arrivions à penser au-delà de notre cadre de référence. C'est-à-dire que là, si je prends les Hauts-de-France, pas très loin, il y a des grands chantiers, il y a les gigafactories, il y a le nucléaire. Eh bien, en fait, on retrouve les mêmes compétences, les mêmes métiers dans d'autres secteurs d'activité. Donc peut-être de raisonner transfilière pour arriver justement à créer des parcours d'évolution, parce qu'on sait que, quel que soit le profil, une personne qui rentre dans un secteur, y compris dans le BTP, ne restera pas dans le BTP, ne restera pas dans son secteur. Donc c'est de travailler sur un parcours de vie professionnel. Attirer. Merci à tous les deux. Je vais m'adresser maintenant au public pour savoir si effectivement il y a quelques questions. Est-ce qu'on a envie de vous solliciter? Soyez pas timide. Voilà, il y a monsieur qui lève la main. Bonjour. Bonjour, Guillaume Florec, chef de projet Amélio, donc j'étais présent tout à l'heure. Et moi, je voulais surtout vous remercier sur l'intervention. On a beaucoup parlé sur la question des finances de MaPrimeRénov', on a beaucoup parlé des problématiques des artisans, on a beaucoup parlé de bâtiments, mais en fait, on a beaucoup négligé l'habitant. Et en fait, j'ai apprécié l'intervention que l'habitant est l'axe majeur de tout ça, parce qu'on peut faire n'importe quelle rénovation, si elle n'est pas en adéquation avec la personne qui habite dans le logement, même si on arrive une étiquette A ou B, la rénovation sera perdue. C'est le point de départ. Voilà, c'est le point de départ. Et donc, j'apprécie vraiment qu'on mette en avant l'habitant, parce que sans les habitants, en fait, on ne fera jamais rien. Donc c'est bien qu'on fasse ça. Et là-dessus, sur la question de la formation, nous, acteurs, donc je suis un mare historique avec l'ANA, et les outils de formation comme la Solive ou d'autres structures porteuses comme l'AFPA, aujourd'hui, c'est nos centres de recrutement indirectement, parce qu'ils ne sont pas une année sans qu'on recrute 4-5 professionnels qui sont de la reconversion, et on en a encore besoin, parce qu'on l'a expliqué, on est en demande incessante de ces nouveaux métiers-là, et donc on vous remercie d'être présent, et en espérant que ça puisse porter la suite à ce moment-là, quoi. Voilà, merci. Merci à vous, merci pour votre intervention. On vous retourne le merci, puisque ça permet à nos élèves de s'insérer sur le marché du travail, notamment dans un territoire comme les Hauts-de-France, où on sait qu'on a un taux de chômage qui est 2 points au-dessus de la moyenne nationale. Ouais. C'est vraiment précieux d'avoir des employeurs qui peuvent accueillir nos élèves en stage, leur donner une chance et leur offrir un emploi. Clairement. Il y a une question aussi. Alors, moi, pareil, pour rejoindre l'intervention que vous venez de faire, merci Monsieur Franck pour d'avoir parlé, en fait, d'avoir dit que c'est l'usager qui est au centre, un peu comme l'homme de Vitruve, l'homme au centre de la pensée, donc on y revient. Oui, moi, j'ai eu cette expérience aussi, et la question que je voulais vous poser, donc j'ai été chargée de mission en performance énergétique, de vous dire quels sont aujourd'hui les outils pour... je m'étais intéressée au volet comportement, usage, bien-être, ce que vous avez levé comme question, comme propos. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des outils qui vont venir challenger les usagers, les voisins? Moi, j'ai pu en connaître une. Il y a eu une étude psychologique qui a été faite derrière. Et aussi, de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont mises en avant? Est-ce que c'est de l'ordre des syndics qui s'en occupent? Comment est-ce que c'est fait aujourd'hui? Est-ce que vous avez des idées sur comment ça peut évoluer? À côté de ça, je sais qu'on a parlé de l'ANA, mais je sais que l'ADEME aussi finance des projets d'innovation sur l'amélioration de la performance énergétique. Mais voilà, je voulais vous poser la question sur aujourd'hui, on en est où par rapport à ça? Sur les outils de challenging, comment pousser les usagers à améliorer leur performance énergétique. Monsieur Franck. Alors oui, aujourd'hui il y a des actions qui sont menées. Donc pas plus tard que demain, je suis avec Action Logement pour justement des ateliers sur la préservation de des ressources naturelles. Donc de travailler sur les usages, sur le retraitement des eaux.
des eaux pluviales, des eaux grises. Donc il y a des actions dans ce sens. Nous travaillons également avec la Banque des Territoires. Alors, quand je dis nous, c'est acteurs de la filière, hein, bien évidemment, parce que ça ne vaut que lorsque c'est systémique. Donc travailler avec la Banque des Territoires pour développer des dispositifs. Alors on n'en a pas forcément parlé, mais EduRénov, le programme EduRénov qui vise à rénover l'ensemble des groupes scolaires et y compris des centres de formation, et donc de changer aussi les comportements des jeunes dans les écoles, parce qu'on sait très clairement que quand on plante une graine en étant jeune, ça continue et ça percole jusqu'à l'âge adulte. Et puis enfin il y a aussi des actions avec l'ADEME. Bien évidemment, des actions. Alors, nous avons, des actions communes sur l'attractivité et aussi sur le changement des comportements, et comportements aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau du citoyen avec un grand C. Merci pour votre question. Une dernière question? Oui, monsieur? Alors, bonjour, moi je suis arrivé un peu en retard parce que je ne sais pas si vous saviez, mais il y avait aussi RVDI aujourd'hui au Parc Floral à Paris. Donc j'en reviens. C'était très... Ok, bon, en tout cas, bienvenue. Merci beaucoup. Alors moi, c'est plus, je ne sais pas ce qui s'était dit auparavant, mais aujourd'hui, notre corps de métier, on va dire, ce que nous faisons aujourd'hui est aussi pâtit un peu de certaines formes de démarchage téléphonique que je pense qu'on connaît tous et qui est très préjudiciable à notre métier, avec des personnes qui veulent s'insérer dans la rénovation énergétique de façon un peu, on va dire, scabreuse. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous qui, je pense, nous sommes ici, c'est qu'on fait preuve tous d'un minimum de responsabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela puisse s'atténuer tout au moins dans un premier temps? Parce que je sais que ce sont des choses qui fâchent, mais je n'ai pas peur de les exposer. Mais il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur qui n'ont pas à être présents. On a des... Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas trop... Alors, et je pense qu'il est temps, et j'aimerais que ce soit, en tout cas de ma part, je suis auditeur énergétique, je suis diagnostiqueur immobilier, j'aimerais que l'on puisse redorer un peu plus le blason de ce que nous faisons, parce que j'estime que ce que nous faisons est vertueux. Je suis... pour faire un petit aparté, je suis rentré dans ce corps de métier parce que j'ai pu bénéficier moi-même de la rénovation énergétique de ma propre maison, et j'ai travaillé avec des acteurs très sérieux et qui, à la fin, m'ont permis d'avoir pas mal d'économies d'énergie, et j'ai eu l'occasion de le faire partager au travers de mon expérience à pas mal de mes amis, confrères. Et voilà, j'aimerais savoir ce que l'on fait pour essayer de redorer un peu plus notre métier. Merci, monsieur. Voilà. Alors, c'est une question qui, on pourrait croire comme ça, sort du champ de la table ronde où on parle de formation, reconversion, mais pas que finalement. On peut se dire que, est-ce que pour exercer un métier, il ne faut pas une reconnaissance particulière, une certification qu'il faut pouvoir montrer, et comme ça, on évite de se faire, entre guillemets, duper? Je pense que la question de monsieur est très légitime, hein, sur la réputation du secteur de la rénovation énergétique qui pâtit des fraudes. Et je pense qu'on a tous un rôle à jouer pour prouver le sérieux du secteur. Je pense que les certifications de type RGE sont déjà un premier garde-fou. Et ensuite, effectivement, les diplômes des personnes, que ce soit en formation initiale ou en reconversion, sont aussi un gage de sérieux. Franck ? Oui, je dirais que oui, il est évident aujourd'hui que les labels, alors il ne faut pas les multiplier, mais au moins ceux qui existent, il faut valider, vérifier que les professionnels ont cette labellisation-là. Et puis aussi, je pense, quelque part, il faut aller jusqu'à cette notion d'aller au-delà de l'engagement de moyens. C'est de l'engagement de résultats. Et donc là, au-delà d'un label qui garantit des moyens, il faut un label qui garantisse de l'impact. Un grand merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Merci également au public de nous avoir suivis. Cette émission, comme toutes les autres, est à retrouver en replay sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Merci de nous avoir suivis et à très vite la semaine prochaine. Nous serons à Nantes. Ciao, salut.